Shalom, nous sommes moins de 3 semaines avant le premier tour des élections municipales en Israël, des élections qui vont se tenir le 30 octobre prochain, et nous sommes heureux aujourd'hui à Studio Qualita d'avoir eu la possibilité de rassembler autour d'une même table, devant les mêmes micros, eh bien, l'immense majorité, on va dire, des candidats francophones au futur conseil municipal de Jérusalem, de la capitale de l'État d'Israël, pour un débat d'idées, un débat d'engagement, et on l'espère aussi un débat de promesses autour, cette fois, d'un thème central bien focalisé, pour lequel vous vous êtes, chers amis, engagés dans ce défi électoral, l'intégration, la Aliyah et la Klita de la communauté francophone de Jérusalem. Mais avant de vous donner à tous la parole, je voudrais, à tout seigneur, tout honneur, céder la parole à Ariel Kandel, qui est le directeur général de Qualita, qui est, on va dire, le maître des lieux de ce studio, qui est installé, vous le savez, dans le hub de l'emploi au cœur de Jérusalem, pour nous expliquer l'importance de cette rencontre et l'importance, l'enjeu de ces élections aussi, peut-être. Bah oui, ça a déjà assez été dit ces dernières semaines et ces derniers jours en Israël en général et à Jérusalem en particulier. Mais il y a peut-être également une question historique qui va se passer, on va dire, le 30 octobre, particulièrement à Jérusalem, où pratiquement, on pourrait dire, chaque parti va présenter un candidat francophone. On a 4 d'entre eux qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Dan, Sam, Joël et Shmuel, qui vont répondre aux questions, comme on l'a dit, spécifiquement sur l'Aliyah et sur l'intégration. Et c'est l'occasion pour la direction de Qualita et pour moi-même en particulier, d'abord de remercier ces 4 personnes d'être venues aujourd'hui. Deuxièmement, de les remercier de leur engagement dans le passé, dans le présent et également dans l'avenir. Et troisièmement, de nous souhaiter à tous, après les élections, d'arriver ensemble à faire avancer d'abord notre capitale à tous ici en Israël, mais également de faire avancer cette question de l'intégration qui est tellement importante pour nous, mais aussi, on pourrait dire, de la Aliyah. Et c'est également une des questions qui va être posée aujourd'hui, parce qu'à part l'intégration des Olim qui sont arrivés ces dernières années en Israël, il y a également cette question centrale sur l'antisémitisme en France, sur le fait que plus de 43% aujourd'hui des Juifs de France estiment vouloir faire leur Aliyah, et que malgré cela, l'Aliyah est en chute libre, on pourrait dire. Il y aura peut-être moins de 2000 Olim cette année qui seront arrivés de France en Israël. Et donc une des questions également qui sera posée, je le dis déjà maintenant, c'est de savoir comment on peut faire d'abord pour augmenter l'Aliyah, et l'Aliyah particulièrement ici à Jérusalem. Je crois qu'on peut dire, Ariel, que ne serait-ce que cette rencontre, ce débat ici, c'est quelque chose qui aurait paru tout à fait surréaliste il y a même peut-être 5 ans lors des précédentes élections municipales, qu'il y ait tant de candidats francophones. C'est peut-être, et c'est certainement, la conséquence, l'une des répercussions de cette masse d'Aliyah, de cette vague d'Aliyah massive qui est arrivée en Israël au cours des dernières années. C'est une répercussion, on peut le dire, bénéfique et positive. Oui, et je terminerai sur ça. Ensuite, je vous laisserai discuter des différentes questions, mais c'est effectivement quelque chose qui est lié à cette Aliyah des 30 000 personnes qui sont arrivées ces dernières années, et on va dire de la prise de conscience du public francophone et du public donc francophone en Israël, qu'il faut absolument être représenté politiquement pour faire avancer et la question de l'intégration des Juifs de France ou des Juifs francophones, et également la question de la Aliyah. C'est extrêmement important. Et donc je dis à tous nos auditeurs, allez voter le 30 octobre. C'est d'abord un immense honneur, et pensez à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents qui auraient peut-être voulu voter, avoir le srout, le mérite de voter ici en Israël. Et deuxièmement, c'est extrêmement important de le faire encore plus cette année, et de voter pour des francophones dans les différentes listes, que ce soit en dehors de Jérusalem et pour cette occasion également à Jérusalem. Ce sont eux qui nous représenteront, nous l'espérons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, dans le prochain conseil municipal. Et nous leur souhaitons à tous un grand Be'atzlacha. Merci Ariel. Eh bien alors voilà, nous allons débuter dans quelques instants ce débat électoral, préélectoral, en perspective de ce premier tour des élections du 30 octobre prochain, pour le conseil municipal de Jérusalem. Alors nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio, on va dire de gauche à droite, sans la moindre connotation politique, Danny Louz qui est déjà, on veut le dire, conseiller municipal aujourd'hui, et qui est 5e sur la liste de Hitorerut, c'est la liste d'Ofer Berkovitch. Sam Kadosh, vous êtes numéro 3 dans la liste du Baït Yehoudi, du foyer juif. Et Joël Burstein, vous êtes
Quatrième dans la liste, Yerushalayim Shelanu, c'est la liste de Moshe Léon. Et enfin, Rav Shmuel Marciano, vous êtes vous aussi déjà conseiller municipal au conseil municipal de Jérusalem et vous êtes 5e dans la liste du parti Chasse. Alors voilà pour les présentations, en tout cas c'est pour les présentations succinctes. Il faut souligner, avant d'entamer ce débat, que nous regrettons que Jérémy Benresson de la liste d'Ariekin n'ait pas pu participer à ce débat et que Tamar Abirsera, qui est 4e dans la liste électorale de Zev Elkin, Yerushalayim Tatzliar, n'est pas jugé apparemment nécessaire d'y prendre part. C'est peut-être dommage, parfois les absents ont toujours tort, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et tenter d'être, durant ce débat, je vous le précise d'emblée, les plus impartiaux possibles. Nous n'allons pas être avec un stopper, comme on dit, à la seconde près, mais nous allons essayer de faire en sorte que chaque candidat puisse s'exprimer et que le temps de parole accordé à chacun des candidats soit quasiment sensiblement le même. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous donner la parole pour vous présenter, on va dire, en une petite minute. Tout d'abord, Dani Louz. Alors, comme vous avez dit, mon nom est Dani Louz. J'ai fait Aliyah il y a 9 ans de Montréal en tant qu'avocat. J'ai fait Aliyah par sionisme. Depuis, je me suis impliqué vraiment dans la vie publique ici en Israël, au Likoud, au ministère des Affaires étrangères. J'ai travaillé avec Nir Barkat dans la dernière campagne électorale ici à Jérusalem. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal pour Itorerut. Itorerut est un parti qui a été créé il y a 10 ans pour réunir un front sioniste unifié ici à Jérusalem et pour assurer la survie de la population sioniste ici à Jérusalem. Depuis 10 ans, on a participé à la révolution culturelle ici à Jérusalem, au développement économique, au développement du monde des startups à Jérusalem, à la réforme du monde du transport en commun. Et je pourrais continuer longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Cette année, pour la première fois, on a un candidat à la mairie, Ofer Berkovitch, et on espère que pendant les 5 prochaines années, on pourra continuer à vous servir avec la même passion et la même détermination et la même motivation avec Ofer Berkovitch en tant que maire et Itorerut au conseil municipal. Merci Dan. Sam Kadosh, du foyer juif, du Baït Hayoudi. Du Baït Hayoudi. Donc, moi, j'ai fait mon aliyah il y a une trentaine d'années. Et parallèlement, après avoir étudié à l'université, un voda socialite, travail social, donc j'ai continué un peu dans cette voie. Parallèlement, j'ai créé avec d'autres amis ce qui s'appelle Makshimetik Vatenu, le CNEF, que beaucoup de gens connaissent puisque ça s'adresse au public francophone depuis 30 ans au service des jeunes, de les accompagner avec pour ligne que l'ALIA n'est pas une fin en soi, mais que quand les gens arrivent ici, il faut s'occuper d'eux, principalement les jeunes. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Et puis à un certain moment, surtout cette année, j'ai pris la décision aussi, parallèlement, je pense qu'il faut indiquer que tous les gens qui sont autour de cette table et qui veulent être Chaver Moatza, conseiller municipal, c'est un travail bénévole, c'est-à-dire que ça sera aussi une activité parallèle à nos activités professionnelles. Merci Sam. Joël Burstin. Alors Joël Burstin, j'ai 47 ans, j'ai fait mon aliyah en 1989 de Metz. J'ai fait des études de droit en Israël, je suis avocat depuis 20 ans. Je suis marié, père de 5 enfants et grand-père d'une petite fille. Et donc, vous êtes 4e sur la liste. Je suis sur la liste de Yerushalayim Shelanu, qui est la liste de Moshe Léon, le numéro 4 de la liste. Qui est aujourd'hui déjà au conseil municipal et qui est candidat donc à la mairie. Tout à fait. Merci Joël. Le dernier, last but not least, mais Rav Shmuel Marciano. Shmuel Marciano, donc j'ai fait mon aliyah il y a 18 ans. Après mon bac, je suis étudié ici en Yeshiva. Après, je me suis marié. J'ai étudié plusieurs années au collège à faire une formation de rabbanout. Ensuite, en parallèle, ouvert une association pour aider les francophones à l'installation en Eretz Israël, et en particulier à Yerushalayim. Ça fait aussi 13 ans que je pratique en tant que Moël, donc connu à Yerushalayim et un peu partout dans le monde. J'ai écrit 2 livres de halakha. En français aussi, tout ça pour le public français. Et depuis 6 ans, je m'occupe aussi de l'association qui a été fondée à la mémoire de la famille Sandler, donc l'attentat de Toulouse. Et il y a 1 an et demi, Arié Deri, le leader du parti Chasse, qui m'a convoqué pour pouvoir rentrer dans la Moatza, dans le conseil municipal, afin d'aider les Français de Yerushalayim.
Eh bien, merci, messieurs, pour cette présentation. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et comme l'a dit Ariel Kandel tout à l'heure, ce sujet, le sujet clé autour duquel nous allons nous focaliser pendant les prochaines quelques 45 minutes ou 50 minutes qui vont suivre, en tout cas, eh bien, ce sera l'intégration, l'ALIA et l'intégration. Nous allons parler de l'ALIA vers la fin de cette émission, de ce débat, mais plutôt l'intégration, parce que effectivement, c'est un sujet qui est omniprésent, on va dire récurrent aujourd'hui pour les Olim de France, pour les milliers d'Olim de France qui se sont installés à Jérusalem. Et lorsque l'on parle d'intégration, eh bien, on parle toujours, on va dire, d'une sorte de triptyque, 3 préoccupations principales pour les Olim de France lorsqu'ils arrivent en Israël en général, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem en particulier, l'éducation, le logement et l'emploi. Alors nous allons commencer par l'emploi, parce que nous sommes ici dans le hub de l'emploi de Kalita. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment, à votre avis, faire pour que les Olim de France qui arrivent ici soient véritablement accompagnés, presque au jour le jour, aidés en matière d'intégration professionnelle. Alors on va tourner, on va changer l'ordre et on va demander à vous, Rav Shmuel Marciano, qui êtes déjà, on va dire, dans le conseil municipal, comment, à votre avis, on peut être intégré professionnellement le plus facilement possible pour les Olim ici ? Alors, je vous avoue que dans l'année et demie que j'ai passé déjà au conseil municipal, c'est pas le problème que j'ai rencontré le plus quand je suis parti à la rencontre des Français, parce que c'est des Français qui sont déjà en Israël, donc j'ai réglé les problèmes qui sont déjà existants ici, parce que j'ai pas rencontré les gens de France. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais voulu, et j'avais déjà essayé de commencer, mais on n'a pas eu le temps de mettre en place, que les conseillers municipaux soient présents dans les salons en France de la Aliyah. C'est en France qu'il faut aider les gens avant qu'ils viennent, essayer de leur trouver le travail, les diriger dans un travail et les conseiller là-bas. Pas attendre qu'ils arrivent ici sans le travail. Une idée que j'ai eue, avec laquelle j'ai parlé aussi avec Rideri, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, c'était de faire en sorte bien que c'est pas du sort de la mairie, c'est une sorte de la Knesset, d'essayer de faire un maximum pour que toute personne qui arrive ici, que son sa Théouda, son diplôme soit reconnu, peu importe dans quel domaine. Donc il y a eu un travail qui a été fait par déjà M. Meir Habib dans la médecine, etc. Mais il faut le faire ça dans tous les domaines. On peut dire par aussi le hub de l'emploi et par Kalita aussi. Exactement, de pouvoir faire reconnaître les diplômes immédiatement, laisser 6 mois peut-être de faire l'Ulpan et rentrer directement dans le monde du travail. Je vais affûter ma question. Est-ce que, Joël Burstein, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à la mairie de Jérusalem de faire par exemple le travail que fait aujourd'hui le hub de l'emploi ? Justement, j'ai envie de dire, bon, d'abord, je suis pas d'accord avec mon ami Shmuel, pourtant d'habitude on est presque toujours d'accord, mais je pense que parmi les Olim de France qui sont déjà à Jérusalem, il y en a beaucoup qui ont des problèmes au niveau de l'emploi. Et ces problèmes proviennent très souvent du barrage de la langue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur alia ces 5 dernières années et qui n'avaient pas un travail. C'est-à-dire qu'ils se sont donné 1 année ou 2 pour apprendre la langue et pour s'adapter. Mais après, ils se retrouvent sans emploi. Ils recherchent un emploi et ils ont souvent le barrage de la langue, le barrage des contacts, parce qu'un Israélien qui cherche du travail, il a toujours un cousin ou un oncle qui va l'aider. Et donc, il y a un réel problème. Je pense que ce problème-là, on peut le régler, on doit le régler, la mairie doit le régler. Je ne pense pas que la mairie doit prendre la place du hub de l'emploi. On est ici, d'abord, je pense je pense que je parle au nom de tous mes camarades, il faut remercier et saluer cette magnifique initiative de Marc Heisenberg, qui est d'abord qualitaire en général et bien évidemment le hub de l'emploi. Je pense que le rôle de la mairie, c'est pas de remplacer le hub de l'emploi, mais au contraire, encourager, développer, en travaillant main dans la main, justement avec ces infrastructures qui existent déjà. Alors, Dan Ilouz, vous avez été proche de Nir Barkat. Est-ce que finalement, à Jérusalem, il y a suffisamment d'emplois ? Est-ce que Jérusalem est une ville qui offre une palette d'emplois également aux Olim et la possibilité de s'intégrer professionnellement facilement ?
Alors, pour répondre à votre question maintenant, d'abord, je pense que le développement économique, le développement du marché du travail à Jérusalem, c'est un problème qui est réel pour tous les habitants de Jérusalem, pas seulement pour les Olim. Pour les Olim, moi, ma vision, c'est que chaque Olé qui arrive en Israël devrait avoir un accompagnement jusqu'à ce qu'il trouve son premier emploi, jusqu'à ce qu'il rentre dans le marché du travail à Jérusalem. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux choses, d'après moi, qu'on doit comprendre. D'abord, vous avez demandé, est-ce que la mairie devrait faire le travail du Hub de l'emploi? Moi, je ne pense pas. Je pense que le Hub de l'emploi et des autres organisations, comme Gvaï, mais comme des autres organisations comme celle-là, elles font un meilleur travail que la mairie parce qu'elles connaissent la communauté francophone, elles sont liées à la communauté francophone, elles viennent de la communauté francophone. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne veut pas dire que la mairie, elle ne doit pas les soutenir. Moi, j'étais très fier de voter pour le soutien que la mairie a donné au Hub de l'emploi dans ce dernier conseil municipal. Et moi, j'étais très fier et je pense qu'on doit continuer ce genre de soutien. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que les Olim, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, même au sujet de l'emploi. Certains ont des hauts diplômes, d'autres, c'est des entrepreneurs, etc. Donc, moi, ma solution, c'est de donner à chaque Olé qui arrive à Jérusalem un voucher. Un ticket, un billet avec lequel il pourra aller dans les différentes associations à ce qui est bon pour lui. S'il est entrepreneur, alors peut-être à Mati ou peut-être à un programme d'entrepreneuriat ou bien à Gvaïm ou bien à l'Hub de l'emploi et recevoir vraiment un accompagnement pendant la première année. Alors Sam Kadosh, vous êtes, on peut dire, de l'intérieur, vous travaillez de l'intérieur depuis de nombreuses années à travers le CNEF. Est-ce que il y a un problème de l'emploi aujourd'hui pour les Olim, que ce soit les Olim qui arrivent déjà, on va dire, déjà avec une formation professionnelle de France, ou alors, on va dire, les plus jeunes, les étudiants, ceux que vous avez rencontrés dans le cadre du CNEF. Est-ce qu'il y a un problème et comment résoudre ces problèmes s'ils existent? Alors encore, ce qui est important d'abord, c'est de faire la différence. Parce que si on parle d'emploi, il faut faire plusieurs catégories. Surtout si on parle des gens qui viennent de France, il y a des gens qui viennent avec des diplômes, encore une fois, que ce soit avocat, expert comptable, médecin, etc. Et c'est en train d'être réglé. Ça fait déjà depuis quelques années. On est en train de régler. Ça, c'est peut-être le moins problématique. Puisque bon, après, c'est encore une fois l'offre et la demande. Il faut chercher à Jérusalem. Peut-être que c'est plus difficile ici dans ces métiers-là. Encore une fois, après, on va chercher ailleurs. Il y a une difficulté. Maintenant, une des plus grande difficulté, à mon avis, c'est les gens qui viennent, et il y en a beaucoup dans la communauté française, qui viennent sans diplôme, qui ont fait souvent du commerce, qui ont souvent leur premier atout, c'était la langue, et c'était la langue française, et c'était comme ça qu'ils se débrouillaient en France. Et quand ils arrivent ici, alors c'est peut-être là, il faut recommencer tout, avoir l'atout de la langue et d'apprendre l'ivrite, et c'est ça qui est important. Et ensuite, pouvoir aussi démarrer, même s'ils continuent s'ils sont très doués dans le commerce, etc. Mais il y a d'abord cette première étape qui est liée à l'emploi. On peut pas séparer les deux choses. Alors voilà, on parle depuis quelques minutes de l'emploi. Je vous ai entendu, je vous ai écouté, mais je n'ai pas encore perçu dans votre discours une sorte d'engagement, de promesse de la part du candidat municipal, du futur conseiller municipal que vous allez peut-être être, pour justement encourager. Est-ce que, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais bien entendu, ça vient à l'esprit, la municipalité devra continuer à encourager des initiatives comme celle du Hub de l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres projets que la municipalité, que vous pensez qu'il sera important de développer dans le cadre de la municipalité, dans le domaine de l'emploi et de l'intégration professionnelle des Olim? À mon avis... à mon avis, et je pense que ça va être récurrent pendant tout ce débat, je pense que, en tout cas, à mon avis, je pense que ça sera partagé ici, il va falloir créer un nouveau modèle. Et pour moi, le modèle, c'est justement la symbiose du monde associatif et du monde institutionnel. Je pense que Hagit Moshe, qui était Baït Ayoudi, a tout de suite répondu, qui est adjoint au maire et qui est responsable du portefeuille des finances. Quand le Hub est venu la voir pour avoir une aide, elle a répondu par l'affirmatif. Et je pense que c'est ça le modèle. Encore une fois, là je suis d'accord avec Dan, il ne faut pas remplacer ce qui marche. Il faut
faut renforcer ce qui marche. Encore une fois, promesse, pas promesse. Je pense qu'ici, on n'est pas les pros des grands politicards, mais on sait qu'est-ce qui marche. On sait qu'est-ce qui marche. Si le monde associatif a de bonnes idées, s'il y a des philanthropes qui investissent dans de beaux projets pour leur communauté, que ce soit la communauté francophone, anglophone, etc., et on sait que chez les Américains, ça marche bien, et ben c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous, en tant que siégeant au siège municipal, il faudra accentuer ça et mettre des budgets sur ces projets. Merci Sam Kadosh. Alors, nous avons parlé de logement, je voudrais que nous parlions maintenant d'éducation. D'emploi. Pardon, d'emploi, oui, effectivement. Nous avons parlé de l'emploi, mais nous allons parler du logement dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle un peu d'éducation parce que c'est aussi un sujet préoccupant qui, on le sait, lorsque les Olim de France préparent leur alia, ils l'affirment, ils répètent que c'est souvent pour permettre à leurs enfants de vivre une vie juive plus pleine, plus entière, qu'ils font leur alia. Alors, bien entendu, ça devrait aller de soi lorsqu'on est à Jérusalem, mais c'est pas toujours le cas. Et beaucoup d'Olim se retrouvent confrontés à des problèmes sérieux, des problèmes sociaux extrêmement sérieux. Je ne mentionnerai que, par exemple, ce qui se passe dans le quartier d'Arhoma, où il y a une délinquance dans certains milieux dans Olim plus ou moins anciens, et qui pose problème. Comment peut-on aider les familles d'Olim et les jeunes à mieux s'intégrer, à éviter ces dérapages, on va dire, sociaux? Shmuel Marciano. Alors, ça, par contre, durant les derniers 1 an et demi, j'ai déjà confronté ce problème. Avec un manque de taxivim, de budget, on n'a pas pu mettre en place, mais on avait déjà parlé avec quelques associations, dont celle de Moshe Aaron Toledano, j'oublie le nom de l'association, qui s'occupe des jeunes justement de Hachoma, de Baka, l'après-midi, et que lui-même est limité parce qu'il y a un manque de budget. Ce qu'il faut développer, c'est des centres dans chaque quartier, des centres utilisés s'il faut le Minal Kehilati. Des centres qui travaillent l'après-midi. Oui, ce qu'il faut rappeler, pour les gens qui ne le savent pas, il faut rappeler qu'ici, dans la plupart des écoles, finissent à 13h, 14h, voire 14h, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes dans les horaires de l'après-midi, les parents travaillent encore, donc il faut leur trouver un encadrement où ils vont pouvoir, ceux qui ont besoin d'avoir des cours de rattrapage, des activités sportives, des rencontres, pour qu'ils soient encadrés jusqu'à que les parents puissent les récupérer et rentrer à la maison. Joël Burstin, il y a dans votre programme on va dire une clause qui se rapporte à ce problème-là de l'éducation pour les Olim. Il y a d'abord dans le programme de Moshe Léon une clause qui parle en fait d'une activité extrascolaire, ce qu'on appelle choug, gratuite pour tous les enfants de Jérusalem et pas seulement les Olim Hadashim. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, surtout quand on parle des Olim Hadashim. Je rejoins mon ami Shmuel. Il y a énormément de problèmes, comme vous l'avez dit Daniel, des problèmes de délinquance très graves. C'est pas seulement un Choma d'ailleurs. Il est évident qu'il faut renforcer les associations, là encore, existantes. Je pense que l'exemple qu'a donné Shmuel, le Rav Moshe Aaron Toledano, avec son association à Maor chez Batora, c'est, je pense, une des associations la plus importante. Ça pourrait être un pilote dans la ville. Aujourd'hui, ça n'existe qu'à Baka, mais on pourrait la développer un peu partout. Il y a le Rav Shaul David Bochko, qui a aussi un projet extraordinaire pour justement encadrer les adolescents après l'école avec des anciens talmidim à lui et essayer de faire toutes sortes d'activités, entre autres les aider à l'école, mais aussi des activités extrascolaires. Pour ça, c'est un problème de budget. Et d'ailleurs, le problème de l'emploi, c'est aussi un problème de budget, parce que des idées, Dieu merci, il y en a, et il y en a des tonnes. Des associations, il y en a et il y en a beaucoup. Le problème, c'est que très souvent, les associations s'essoufflent, les gens s'essoufflent, les bénévoles s'essoufflent, parce qu'ils n'ont pas assez de budget. Ils demandent des budgets et ils n'en obtiennent pas. Ils n'en obtiennent pas parce que malheureusement, le dossier de l'intégration est confié aux Russes depuis de nombreuses années à la mairie de Jérusalem, tout comme à la Knesset d'ailleurs, dans le gouvernement. Et ce qui fait que les Français sont un peu délaissés. Et avec un mini-budget de 12 millions de shekels sur 9 milliards de budget, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je pense que, j'en ai parlé à Moshe Léon, c'est la première conversation que j'ai eue avec lui. Il est très conscient que d'abord, il faut agrandir ce budget, il faut l'augmenter, il faut passer de 12 millions à 20 millions de shekels au moins. Et
l'orienter beaucoup plus vers les Français, puisque aujourd'hui, l'Aliyah française, c'est l'Aliyah la plus importante à Jérusalem. Alors, en matière d'éducation, il y a un autre problème. C'est un problème, on va dire, complémentaire qui est lié à ce dont on vient de parler. C'est également le problème, on va dire, on parle toujours d'équivalence de diplôme, mais il y a aussi des problèmes d'équivalence d'écoles. C'est-à-dire qu'en France, il y avait des écoles qui se sont créées, qui se sont développées. Il y a des écoles à tendance plus religieuse, moins religieuse, mais qui acceptaient des publics très variés. Ici en Israël, l'éducation nationale est très compartimentée, très cataloguée, et les Olim de France, lorsqu'ils arrivent ici, ont du mal à s'y retrouver. Ils ont du mal à retrouver l'éducation, l'établissement scolaire qui convient à leurs enfants. Comment peut-on résoudre ce problème ? Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est possible, envisageable, et ça je vous pose la question à tous, que la municipalité de Jérusalem crée une sorte d'écoles préparatoires qui permettent aux jeunes de faire le passage de l'éducation nationale en France à l'éducation nationale en Israël? Est-ce qu'il y a une possibilité de créer des écoles qui ressemblent à celles que l'on a connues en France, que ce soit les écoles du réseau Tzara Torah ou les écoles comme l'école Yavneh, l'école de Lucien de Hirsch, où on va dire il n'y avait pas de compartimentation, il n'y avait pas de catalogage. À votre avis, Sam? D'abord, ce qui est important, et on le voit, on a cité plusieurs exemples dans les quartiers. Je sais que j'ai rencontré il y a quelques jours Moshe Assous à Kiryat Moshe qui fait aussi un travail avec les jeunes. Disons que pour l'Aliyah française, pour les gens qui font leur Aliyah, c'est le problème numéro 1. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça au niveau macro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on est une génération où nos parents sont venus d'Algérie, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, et ils sont venus de Pologne. de Pologne. Je m'excuse. Non. J'allais le dire. J'ai l'impression je suis partout l'Ashkenaz de service. Non. Mais si même dans la liste de Moshe Léon, j'espère que c'est pas pour ça qu'il m'a choisi. Non. Parfois je doute. Même ici, même autour de cette note. Et donc, cette génération aussi, c'était très important. Ils se sont un peu sacrifiés, il faut le dire, nos parents, pour que leurs enfants réussissent dans les études, et on a vu ce que ça donnait. Et ce qu'il faut, et je pense que c'est notre message, et c'est pour ça qu'on doit se battre, c'est que ici, ces parents qui sont venus, qui ont fait leur Aliyah, il faut pas qu'on rate la génération de leurs enfants. Et comment on fait alors concrètement ? Eux seront bien. Encore une fois. Comment on fait ? D'abord, est-ce que, premièrement, est-ce que les autorités, les responsables, le maire, Nir Barkat, qui était maire pendant 10 ans, les candidats à la mairie, est-ce qu'ils sont conscients de ce problème ? Alors moi, je vais vous dire d'abord une petite introduction. Je pense vraiment que c'est une des plus grandes tragédies de l'Aliyah. L'Aliyah, c'est une très bonne chose, mais il y a une tragédie vraiment où on voit ces enfants, et il faut dire que c'est des enfants de très bonne famille qui devraient être la crème de la société israélienne, et qui vont être à la fin dans la délinquance comme vous l'avez décrit. Nous, à Itorerut, on a déjà fait avancer une petite solution, qui n'est pas une grande solution, mais c'est d'utiliser les mouvements de jeunesse pour aider à l'intégration de la jeunesse, en donnant des budgets préférentiels aux mouvements de jeunesse qui œuvrent dans l'intégration des jeunes. Mais la vraie solution, je pense qu'elle doit avoir 3 différents niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment des ateliers pour les parents pour qu'ils comprennent le système scolaire ici en Israël. Et ça, c'est vrai d'abord pour comprendre les différentes sortes d'écoles qu'il y a, religieux, ultra-orthodoxes, laïques, etc., toutes ces divisions que vous avez décrites, mais aussi pour qu'ils comprennent le système scolaire, qu'on finisse à 1 heure, qu'on finisse à 2 heures, quelles sont les structures qui existent en après-midi. Il faut des ateliers pour les parents. La deuxième chose, c'est le personnel dans les écoles, les morim, les morot, les menahalim. On doit leur donner à eux aussi les outils pour comprendre les olim qui sont dans leurs écoles, pour qu'ils savent quels sont les différents défis que ces olim ont. L'adolescence, elle est déjà difficile comme ça, quand on ajoute qu'on ne parle pas la même langue, qu'on s'habille différemment, qu'on parle avec un accent. Alors il faut que les enseignants ils comprennent ça. La troisième et dernière chose, c'est vraiment ces heures en après-midi qu'on a tous décrites. C'est des heures qui mettent les jeunes en danger. Moi, je pense qu'on devrait les changer
c'est des heures en danger. Pour l'instant, ça devrait être des heures de potentiel. Ça peut être des heures où on fait des structures municipales dans les Minalim qualité. C'est-à-dire, il faut les créer, il faut je suis d'accord. il faut un budget, il faut se battre pour ce budget. Alors, bien sûr. je voudrais poser la question à Shmuel Marciano, parce que vous êtes le représentant du parti Chasse, du monde orthodoxe à cette table, et il ne faut pas se leurrer. À Jérusalem, on va dire la moitié des sièges au sein du conseil municipal sont occupés par des représentants du monde orthodoxe. Pour les gens qui viennent et qui sont sortis, par exemple, des écoles de Tzara Torah, où on accepte tout le monde, beaucoup de gens qui ne sont pas obligatoirement religieux ou pratiquants, comment opérer une sorte d'intégration dans le domaine de l'éducation, comment opérer ce transfert lorsque des familles arrivent avec des jeunes enfants et qu'ils ne trouvent pas d'équivalence en matière d'école. Comment est-ce que finalement le monde orthodoxe n'est pas fermé à la possibilité de créer de nouvelles écoles qui seraient peut-être justement sur le modèle de Tzara Torah? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'envisager cela ici à Jérusalem ? Alors bien sûr que c'est envisageable. Il y a le Rav Ariel Bijaoui qui a fait une école comme ça en Israël. Je ne pense pas que ce soit la solution, parce que je pense que les parents qui viennent en Israël, même si à leur âge ils sont conscients qu'ils auront du mal à s'intégrer, ils veulent tous que leur enfant s'intègre entièrement. Donc ils veulent qu'ils intègrent les écoles israéliennes. On parle des écoles en anglais, en éducation en langue hébraïque. C'est-à-dire on ne parle pas de faire de l'enseignement en français, mais de s'intégrer avec un modèle qui ressemble à celui des écoles israéliennes. Mais moi j'ai eu des parents qui sont venus me voir en me disant qu'ils veulent enlever leurs enfants de chez Ariel Bijaoui, parce que c'est trop français. C'est sûr. Donc je ne pense pas que c'est la solution. Moi je reviens. La solution serait une école en hébreu. Oui, en hébreu, mais si tous les enfants sont français, quand ils vont arriver, ils vont rester entre eux, parler en français, ça va rester français. Les parents ne veulent pas ça. Alors la solution ? Moi, la solution, je reviens à ce que j'ai dit, et c'est avec 1 an et demi d'expérience, je peux le dire. La solution, c'est de pouvoir que tous les conseillers municipaux, les prochains conseillers municipaux de la mairie de Jérusalem soient formés, fassent un tour, connaissent exactement toutes les écoles et être présents dans les salons de l'Aliyah en France. C'est en France, quand on va rencontrer les gens avant qu'ils fassent la Aliyah, leur expliquer et en sachant dans quel cadre ils sont, nous qui sommes conscients du problème et qui connaissons les écoles ici, leur dire vous, et pas laisser ça entre les mains d'une seule personne qui aujourd'hui fait tout ça et qui a du mal à diriger ces personnes-là dans les écoles qui sont vraiment adéquats. Daniel, je m'excuse. Je crois qu'il faut quand même saluer un travail qui est déjà fait. Le travail de mon ami Lisa Cohen et Edwige Choukroun, qui font le travail dont parle Shmuel, qui vont dans les de la mairie. Exactement, qui vont dans le salon de la Aliyah et qui rencontrent justement ces familles. Le problème, c'est que très souvent les familles ne les écoutent pas, ces gens-là. C'est-à-dire qu'elles sont parfois, comme elles ne connaissent pas et elles entendent toutes sortes de choses, il faut savoir que chez les Français, on le sait tous, les Haredim ne sont pas comme les Haredim israéliens, donc il y a une espèce de crainte. Et puis après, effectivement, quand on se trompe, l'erreur peut être fatale. D'accord. Alors, pour ce qui est de l'éducation, et le troisième pôle de priorité en matière d'intégration en Israël et à Jérusalem en particulier, c'est le logement. Alors, le logement, il y a plusieurs questions qui se posent, et en particulier à Jérusalem qui est considérée comme une ville chère en matière de logement. La première question que je voudrais vous poser, c'est une question qui nous a été posée par une de nos auditrices qui se demande pourquoi, elle s'appelle Nathalie Sarah El-Kaïm, et je vais vous la poser. Pourquoi la municipalité de Jérusalem ne développe pas un parc de logements sociaux, une sorte de parc de HLM? Est-ce que l'on pourrait trouver des appartements à Jérusalem même, peut-être dans la périphérie de Jérusalem, ou des appartements à loyer modéré qui sont accessibles en particulier aux Olim qui n'ont pas obligatoirement le bagage financier, en tout cas les moyens d'acquérir d'emblée un appartement à plusieurs millions de shekels en arrivant. Alors je vous pose la question, Joël, vous connaissez bien le dossier du logement. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, les logements sociaux, je pense que c'est dans les programmes de tous les candidats à la mairie aujourd'hui. La question, c'est est-ce que ça va être réaliste ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les terrains à Jérusalem, d'abord, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des quartiers qui n'ont pas encore été développés pour des raisons politiques. Ces quartiers-là, il faut les développer. Je crois beaucoup dans les logements sociaux pour ce qui est du locatif. C'est-à-dire, il y a des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un appartement, et c'est pas parce qu'on va baisser le prix moyen de l'appartement de 1,8 million
à 1,5 million, et je pense pas qu'on fera beaucoup mieux, que ces gens-là auront plus les moyens d'acheter cet appartement. Donc pour ces gens-là, il faut d'abord des logements sociaux pour du locatif. Parce que ça, c'est du concret, c'est-à-dire pour du concret. Parce qu'on a toujours tendance à penser que l'ALIA de France est une ALIA riche, aisée, mais c'est pas toujours le Pas cas, du et c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas faire leur ALIA parce que justement, ils sont effrayés par l'obstacle de l'acquisition d'un appartement, que ce soit à Jérusalem ou même ailleurs. Alors comment résoudre cette situation ? Tout à fait. Il faut des logements sociaux et donner la possibilité à ces gens qui n'ont pas du tout les moyens d'acheter un appartement de pouvoir au moins louer un appartement avec des tarifs locatifs préférentiels pour les Olim Hadashim. C'est dans notre programme. Mais parallèlement à ça, il faut aussi se battre pour baisser le prix de l'immobilier à Jérusalem. Ça a l'air d'être une grande phrase et quelque chose d'impossible, mais ça ne l'est pas du tout. On a du mal à y croire. On a du mal à y croire, mais pourtant, c'est pas si difficile que ça. Il faut savoir que les 10 dernières années, le dossier de l'immobilier n'a pas été touché par le maire de la ville. Il l'a délaissé et c'est pourquoi on a construit que 2000 logements par an au lieu de 5-6 000 dont on a besoin. Aujourd'hui, on peut débloquer énormément de choses. On peut débloquer des quartiers qui n'ont pas été construits. On peut débloquer le renouvellement. On parle de Tama 38, on parle de pinouille-binouille, c'est-à-dire de détruire et de reconstruire. C'est des choses qui se font dans tout le pays, sauf à Jérusalem. Le premier projet de pinouille-binouille est sorti maintenant. On a vu Nir Barkat couper le fil rouge comme s'il fallait faire des feux d'artifice et le féliciter, alors que c'est un projet. Moi, je connais très bien l'entrepreneur. Je finis juste ma phrase. Cet entrepreneur a attendu 14 ans pour avoir son permis. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Est-ce que l'on peut compter sur vous pour améliorer ce dossier-là, Dan ou Sam ? Alors, le prix du logement, d'abord, je vais parler un peu sur le prix du logement en général, ensuite retourner à la question que vous avez demandé pour les locations vraiment, on va dire, subventionnées. Le prix du logement en général, c'est vraiment l'un des plus grands défis de Jérusalem. C'est l'une des plus grandes raisons pour laquelle les gens quittent Jérusalem. Notre plan, il est très clair. On veut encourager le renouvellement urbain. Tama 38 Pinouille Binouille. Numéro 2, on veut se battre contre les appartements fantômes et contre les bâtiments abandonnés. Les appartements fantômes, on a réussi à faire passer une loi à la Knesset qui double les taxes sur les appartements fantômes. Et maintenant, je commence déjà à répondre à votre question. Cette taxe additionnelle qu'on a pris des appartements fantômes, on l'utilise ensuite pour bâtir des nouveaux bâtiments qui sont pour location à prix subventionné. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est pris et ensuite qui est retourné aux habitants de Jérusalem. Dans le domaine de l'immobilier, on a déjà un bâtiment qui a été bâti mais ça au centre-ville. On ne peut pas dire que ça profite aux Olim. Alors c'est exactement ce que je veux dire. Au centre-ville, on a un bâtiment qui a été bâti pour les étudiants, mais on veut faire ce même modèle pour différentes populations ciblées et les Olim sont une de ces populations. La dernière chose aussi qu'on veut faire, c'est de regarder Jérusalem en tant que métropoline, de regarder aussi à la banlieue de Jérusalem. Quelqu'un peut habiter à Gush Etzion, quelqu'un peut habiter à Ma'ale Adumim, et s'il y avait des bonnes infrastructures pour rentrer dans la ville, de transport, etc., alors il pourrait aussi travailler toute sa vie pour être à Jérusalem et il part dormir à Ma'ale Adumim ou à Gush Etzion, etc. Alors ça, c'est vraiment tous les points du logement. Je veux juste ajouter une dernière chose, c'est qu'on a aussi, avec Guidon Tsar au niveau national, fait passer une loi qui nous laisse bâtir en hauteur sur des bâtiments publics. Et là aussi, ça nous laisse bâtir en hauteur. Et ensuite, la municipalité, elle peut louer à prix attractif ces appartements à des populations cibles comme les Olim. Je voudrais rajouter peut-être une question à celle-ci. Il n'y a pas de Merkaz Klita à Jérusalem. Il y en avait, il n'y en a plus. Comme si on a le sentiment qu'il n'y avait plus besoin de cette étape pour les Olim. Alors la question que je pose, et c'est lié bien entendu à ce que je viens de dire, c'est pour les Olim nécessiteux, pour les Olim qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas des moyens élastiques, est-ce qu'il n'est pas possible de reconstruire quelque part, même dans le pourtour de Jérusalem, un Merkaz Klita qui puisse intégrer au moins des Olim, servir d'étape même provisoire, parce que je me souviens à notre époque, lorsque nous faisions la LIA à l'époque, eh bien, il y a des gens qui se souviennent de leur période dans le Merkaz Klita comme d'une période extrêmement importante, déterminante dans leur intégration dans la vie en Israël. Oui, d'ailleurs, je ne pense pas que le Merkaz Klita soit pour des Olim nécessiteux. Je pense que c'est une étape qui était extraordinaire, justement. Il y a encore des Merkaz Klita en Israël, malheureusement pas à Jérusalem, mais ça permet aux Olim d'abord de se retrouver entre eux,
Donc c'est extrêmement sympathique. Et pendant 6 mois ou pendant 1 an, ils bénéficient de l'Ulpan à l'intérieur du Merkaz Klita. Il est clair, Joël, que quelqu'un qui a l'habitude de venir en Israël, qui a déjà de la famille à Jérusalem, qui a déjà acheté un appartement à Jérusalem, vous savez qu'à Ranana, au Merkaz Klita de Ranana, au Merkaz Klita de Ranana, il y a des gens qui sont très aisés, qui vont après, on peut les voir acheter des villas avec des piscines, mais qui restent quand même 6 mois, 1 an au Merkaz Klita pour justement cette ambiance. Alors ça, c'est possible, c'est envisageable à Jérusalem. Et c'est justement, je finis, c'est dans la priorité. Moshe Léon, à chaque Chouk Baït qu'on a fait avec des Français, il a dit que c'était dans sa priorité de construire un Merkaz Klita, comme les Merkaz Klita qui existent dans les autres villes, pour les Français à Jérusalem ou proche de Jérusalem. Encore une fois, il y a aussi des choses qui sont liées. Par exemple, sans aller dans le Gush Etzion, je pense que ça soit à Choma, Pisgat Ze'ev où j'habite, il y a de quoi développer. Mais encore une fois, il faut que les infrastructures suivent. Si on a mis tant d'années pour avoir un tramway et qu'après, aussi bien, j'étais la semaine dernière à Choma, c'est un enfer pour sortir. Je parle pas de Pisgat Ze'ev pour sortir. Alors c'est vrai qu'on ne laissera pas les gens venir s'installer dans ces quartiers qui sont pratiquement des villes. Pisgat Ze'ev, c'est 50 000 personnes. Et si on veut, à côté de ça, si on veut garder nos jeunes, on veut encourager, c'est aussi quelque chose d'important, on veut que nos jeunes étudient, on a une des plus grandes universités qui est cotée, on veut qu'ils étudient ici. Mais si on leur donne pas un moyen de rester ici, alors encore une fois, peut-être qu'il y a des périodes, il y a des solutions intermédiaires. Peut-être qu'avant de construire, et je crois que ça a été fait, dites-moi si je me trompe, il y a quelques années, des jeunes qui venaient s'installer soit dans le centre-ville, etc., ils avaient une certaine réduction par rapport à l'Arnona, par rapport peut-être au Srar Dira. Ça, c'est peut-être une question que la mairie doit se poser si elle veut garder les jeunes. Si elle veut garder les jeunes et pas qu'on devienne une ville vieillot et qu'après, justement, alors tout le monde s'enfuit à Modine, à Tel Aviv, il faudra prendre des décisions au moins intermédiaires. Alors, nous avons parlé de ces 3 pôles d'attraction, de ces 3 pôles de priorité pour l'intégration, logement, éducation et intégration professionnelle, emploi. Il y a aussi un autre point, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'en ai parlé avec le président du consistoire, Joël Mergui, qui m'a dit « Je suis étonné de voir qu'il y a des Olim de France qui quittent la France et qui quittent une situation aisée, une communauté extrêmement structurée, des belles synagogues où on s'assoit bien, où on est très tranquille, avec des cadres communautaires importants, avec un environnement communautaire important. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, même à Jérusalem, eh bien, ils se retrouvent à prier dans des parkings, dans des synagogues qui sont dans des caravanes, etc. Ou alors même, c'est-à-dire la structure qui est censée intégrer les Olim, eh bien, elle est parfois extrêmement palote. Comment peut-on améliorer cette situation ? Comment faire en sorte que des Olim qui vivaient dans un environnement, on va dire, extrêmement sympathique, se retrouvent, lorsqu'ils sont à Jérusalem, la capitale d'État d'Israël, bien qu'ils puissent, par exemple, prier dans une synagogue avec une chaise digne de ce nom et pas des chaises en plastique et prier dans un parking pendant des années. Qui veut répondre ? Moi, puisque j'ai pas parlé sur le logement, mais ça je vais répondre en même temps. Dans le projet avec quoi j'ai parlé avec Ari Ederi sur le logement, et c'est la solution qui est aussi pour le Merkaz Klita et pour les Bate Knesiot, pour les synagogues, c'est de développer, et je suis d'accord aussi avec l'ami Joël, de développer le Pinoui-Binoui. C'est la solution à Yerushalayim, c'est le Pinoui-Binoui. Détruire et reconstruire. On détruit un bâtiment de 3 étages et on peut remonter de 8 jusqu'à 14 jusqu'à avoir 18. Ouais. Donc ça va d'abord totalement modifier ça va baisser les prix, et il faut qu'il y ait un pourcentage de ces appartements qui reviennent à la mairie pour les gens qui sont nécessiteux. Tous les 10-15 bâtiments, c'est obligatoire par rapport à la mairie d'avoir un petit centre commercial qui comprend des magasins, une synagogue, donc une synagogue pas uniforme, pas dans un miklat, pas dans une cave, une synagogue, et peut-être sur un quartier entier, pas que sur une rue, un Merkaz Klita. Donc la solution, c'est le Pinoui-Binoui, c'est sur ça que je pense qu'on devra tous... Et je vous repose la question, est-ce que les représentants au sein du conseil municipal, les représentants orthodoxes, ils sont conscients de cette problématique ? Bien sûr qu'ils sont conscients, et c'est eux qui sont le plus, ceux qui sont à l'écoute, et ceux qui sont plus pour ce projet-là. Parce que c'est eux qui, vous savez, dans le monde orthodoxe, quand les enfants ils se marient, pour éviter qu'ils payent une location qui va entre guillemets à la poubelle, on aide les enfants à acheter l'appartement. Oui. Donc c'est ceux qui achètent les plus d'appartements
jeunes, ce sont les orthodoxes, donc ils sont intéressés par ce projet de Pinouille Binouille qui va faire baisser les prix et qui va augmenter le nombre d'appartements à Yerushalayim. Alors, moi, je voudrais revenir à la question des synagogues parce que c'est vraiment un des combats que moi j'ai mené contre Nir Barkat dans le dernier conseil municipal qu'il y a eu. Je lui ai demandé vraiment pourquoi, surtout à Achoma. On pourquoi parle beaucoup d'Achoma. On parle beaucoup d'Achoma, mais avec bonne raison parce que la planification d'Achoma, elle a été très mauvaise. Et il faut tout de même souligner que c'est un quartier où il fait bon vivre, hein, quand même. On n'a pas l'impression quand même. On a parlé il y a eu des très grands problèmes dans la planification. À Roma, mais il y a eu des très grands problèmes de planification dans la planification du quartier et ça inclut aussi le nombre de synagogues. Maintenant, pour construire une synagogue, il y a 2 étapes. Numéro 1, la mairie, elle doit donner un terrain. Et numéro 2, la communauté elle-même, elle doit ramasser des fonds pour bâtir cette synagogue. Ouais. Aujourd'hui, la mairie, elle a donné des terrains à la plupart des communautés qui en cherchaient à Roma. Mais le problème, c'est que les communautés ne savent pas comment lever des fonds. Moi, j'ai suggéré à Nir Barkat qu'on puisse faire un atelier de formation pour les dirigeants de toutes ces communautés pour qu'ils puissent apprendre vraiment comment lever les fonds, parce que des fois, vous avez une personne qui peut être un très bon rabbin, un très bon chef de communauté, mais ce n'est pas une personne qui est bon en fundraising. Et ensuite, que ça pourrait aider ces différentes communautés à bâtir ces synagogues. Malheureusement, il m'a dit que ce n'était pas une bonne solution. Moi, je pense toujours que c'est une très bonne solution. Alors, j'aimerais répondre à ça si c'était possible, Daniel. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Malheureusement. Je pense que la solution, il est effectivement... Bon, d'abord, il faut encore une fois saluer la réussite de certaines synagogues qui se sont quand même créées. Ouais. La synagogue de Éric Belaïch, qui est quand même, je pense, une des plus belles synagogues de Jérusalem, qui est partie de rien et qui a quand même développé quelque chose de fantastique. Et ça a pris plusieurs années. Ça a pris plusieurs années, mais on y est quand même arrivé. On peut aussi saluer l'initiative de M. Djuili, qui a créé une communauté de rien du tout non plus. Rechovian Traoutim, il y a un Bet Knesset qui existe, qui est construit, où il fait bien vivre vraiment comme dans les communautés sfarades, françaises, les communautés que vous avez quittées, ça ressemble énormément. Maintenant, c'est vrai qu'à Achoma, il y a un problème. À Achoma, le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que les gens qui prient dans ces synagogues, c'est pas une question de fundraising. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas payer et que quand on essaye de faire une collecte en France ou partout en Israël, c'est pas des causes qui sont très attrayantes. Donc, la solution, et c'est un des programmes de Moshe Léon, c'est de créer un fonds, justement, à l'intérieur de la mairie. Encore une fois, on parle d'une histoire de budget, à voir quel est le maire qui pourra le mieux... C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'il faut savoir pour qui voter, parce que le maire qui sera le mieux débloqué des budgets au sein du gouvernement, c'est celui qui arrivera justement à emmener des budgets, par exemple du Misrad Hadatot, pour pouvoir faire un fonds et prendre cet argent pour construire et pas seulement pour octroyer des terrains. Pour finir... Alors combien de synagogues est-ce qu'il y a à Jérusalem pour que vous puissiez dire comme ça que vous allez commencer à construire les synagogues pour toute communauté qui en veut? Comment est-ce que vous allez choisir quelle communauté reçoit des fonds, quelle communauté ne reçoit pas des fonds? C'est très facile. Il ne faut pas faire des promesses en l'air non plus. C'est très très facile. À partir du moment, il y a une Vadat Aktsaot, c'est-à-dire qu'il y a une commission qui octroie un terrain à une communauté. Cette commission, une fois qu'elle a octroyé le terrain, par exemple, je pense à la communauté de Noam Siar. La communauté de Noam Siar, c'est la plus grande communauté de Achoma. Le Rav Henry, qui est un Rav extraordinaire, qui a une communauté fantastique, extrêmement dynamique, ça fait des années qu'ils essayent de construire. Ils n'y arrivent pas. Donc, bien évidemment, eux, il faut qu'ils aient la priorité parce qu'ils ont déjà le terrain. Une communauté qui n'a pas du tout de terrain, qui n'a rien du tout, évidemment, on ne va pas venir et leur dire on va déjà vous donner un terrain et vous construire la synagogue. Mais quand il y a déjà le terrain, c'est quand même... Mais lorsque vous le faites une fois, ça veut dire qu'il va falloir le faire pour chaque synagogue qui reçoit un terrain partout à Jérusalem, pour toutes les communautés partout à Jérusalem. Exactement, mais c'est un budget que je pense que même Moshe Léon ne pourra pas emmener. Je pense qu'il pourra. Juste pour compléter, parce que on parle d'Achoma. En tout cas, j'aime bien parler de Ofer Berkovitch, c'est sûr qu'il l'emmènera pas. J'aime bien parler de Pisgazev. Il faut quand même rendre aussi la mairie, parce que moi je suis dans une synagogue justement, et comme dans tous ces quartiers où l'infrastructure des périphériques où il n'y avait pas vraiment. Donc après, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont été donnés pour les synagogues. La mairie aide quand même. Pendant 3 fois, ça veut dire à faire monter d'abord au niveau du terrain. Ensuite, quand on monte les fondations, elle donne une subvention. Ensuite, on peut avoir aussi une aide pour le mobilier. Donc, il y a des choses qui existent. Encore une fois, peut-être qu'il faut augmenter un peu ces budgets, mais il y a déjà une base. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et je dirais un mot peut-être à Joël Mergui. Ça veut dire, au lieu que la communauté française construise des palais dans le 17e, alors peut-être
peut-être qu'il devrait aussi aider les communautés en Israël. Ah, là, on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Alors justement, vous êtes tous d'accord et ça me fait penser à quelque chose. Parce que au lendemain du 30 octobre, il y aura le 31 octobre, si je ne m'abuse, il y a un 31 octobre, pas avant le 1er novembre. Le 31 octobre... Ils disent tous le 1er novembre, mais c'est parce qu'ils veulent prendre une journée de vacances. Ceux d'entre vous qui seront au sein du conseil municipal, et on espère que vous y serez tous, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un front francophone uni pour défendre et essayer de promouvoir ces idées que nous avons développées jusqu'à présent, les concrétiser, faire en sorte qu'il y ait des pressions? Est-ce que vous serez unis ou alors chacun ira prêcher pour sa paroisse? Daniel, nous sommes déjà unis. Aujourd'hui, à la mairie, vous avez donc Nir Barkat qui est le Rosh Haïr, Chasse qui est dans la coalition, la Beit HaYehudi avec Ragit Moshe qui a un mandat et qui est Sganit Rosh Haïr dans la coalition, et Itorerut, ils étaient dans la coalition, ils le sont plus, je pense qu'ils y reviendront, et Moshe Léon qui sera le maire de la ville et qui sera heureux de travailler avec tous les membres. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire c'était une grande question, c'est une question qui a été posée en particulier même ces derniers jours par rapport à l'initiative qui avait été prise et qu'il faut saluer aujourd'hui, parce que je crois que quelque part ce sont eux qui ont eu le mérite de prendre, de lancer cette idée d'une représentation francophone dans les municipalités. C'est Allez-nous, l'organisation Allez-nous, Aria Bitbol, Yom Tov Kalfon. C'est-à-dire... Parfois, c'est-à-dire, on a l'impression que chacun prêche pour sa paroisse, que chacun va essayer de développer les projets de son candidat à la mairie, et que au lendemain, eh bien, chacun se tirera dans les pattes. Est-ce que on peut espérer que vous serez tous unis? On sera tous pour unis, pour le bien de la communauté francophone. Je suis sûr qu'on sera tous unis. Shmuel et moi, on nous décrit des fois dans des partis qui sont presque opposés, mais on travaillera ensemble pour la communauté francophone. Je suis sûr de ça. Moi, lui aussi, il me l'a déjà dit. Moi et Sam, on travaille ensemble déjà depuis longtemps. J'ai essayé d'aider le CNEF. Lui, il a fait énormément de choses pour la communauté francophone. J'ai pas le temps de dire toutes les choses qu'il a fait pour la communauté francophone. Et on va continuer à travailler ensemble. Joël, je l'ai pas connu avant, mais je suis sûr qu'on travaillera ensemble aussi après les élections. Je n'ai aucun doute. J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que comment vous allez parvenir à convaincre au cours des prochaines semaines, et en particulier peut-être le jour même des élections, les Olim de France Vatikim, ceux qui sont comme moi, comme vous, certaines d'entre vous, qui disent non mais nous, les Français, ça y est, on est intégrés, on est israélien à part entière. Moi, je veux pas avoir l'étiquette du français ou même du francophone, même si je parle français, même si je regarde des films en français, je suis israélien à part entière. Comment vous allez arriver à les mobiliser et leur faire prendre conscience qu'il y a un besoin spécifique aujourd'hui pour les Olim de France à Jérusalem? Chouette. Alors tout d'abord, je peux vous dire que même des gens qui ont fait l'Aïa depuis 20 ans et 30 ans, quand ils arrivent à un bureau de la mairie et qu'on leur parle en français, ils sont très 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 contents. Ça c'est sûr. J'ai des témoignages. J'ai l'expérience d'un an et demi que tu n'as pas. Donc voilà, j'ai des témoignages sur Facebook, des témoignages par WhatsApp, des lettres qu'on m'a écrites, des gens qui ont pris 20 ans. Et je vais vous dire, il y a pas plus tard qu'il y a 4 mois, 5 mois, un couple qui avait fait sa LIA il y a plus de 12 ans, 11 ans ou 12 ans, ils ne savaient pas que pour l'Arnona, par exemple, ils avaient le droit à 25% de Hanacha parce qu'ils étaient l'âge d'or. Oui. Alors qu'il s'appelle Vatik, après 12 ans je pense que c'est Vatik, et ils l'ont su grâce à la Kabbalat Kahal que j'ai fait à Roma, et je leur ai fait monter après le dossier, et ils ont reçu 25%, et pourtant ils étaient, alors c'est possible que ce soit concret, quelques particuliers, je dis pas que c'est tous comme ça, mais je pense qu'ils sont aussi conscients. Et aussi je pense que la même façon que aujourd'hui ils se sont intégrés, ils sont pour que la nouvelle génération s'intègre, et donc ils seront pour voir des Français, qu'on veuille pas, on a toujours la nostalgie de la France, et de savoir qu'il y a des Français qui sont au conseil municipal. Je pense que ça fait plaisir et ça donne des forces pour la nouvelle génération. Alors, il y en a d'autres qui veulent réagir. Moi, je voudrais réagir juste pour dire que c'est pas seulement les Olim Vatikim, c'est même les Israéliens. La Aliyah, c'est non seulement la Klitat Aliyah, c'est non seulement un devoir sioniste, mais c'est aussi une chose qui peut être bien pour tous les habitants de Jérusalem. La Aliyah, elle apporte, c'est un très grand potentiel qui peut apporter beaucoup de choses à Jérusalem. La diversité de la ville qui n'est pas complète si la communauté francophone n'est pas là. Le potentiel d'ouvrir les marchés commerciaux internationaux, que les Olim, ils connaissent la culture européenne, ils connaissent la langue française, et toutes ces choses, c'est des choses qui sont bien pour tous les habitants de Jérusalem, Olim ou pas Olim, et bien sûr que les Olim Vatikim aussi.
Vous pensez, Sam ? Non, juste, nous, on est un peu un pont, ça veut dire on est israélien depuis de nombreuses années et on travaille, et je pense que les Vatikim comprennent bien ça. D'un côté, on va nous faire comprendre aussi au monde israélien, je le dis même pour mon parti politique, pour le monde de l'Alia ou de la Aleno aussi, depuis le début, a dit nous sommes francophones, mais nous allons essayer de faire élire, de présenter des gens qui sont là depuis longtemps. Bien sûr, je pense que on a deux buts. C'est-à-dire, d'un côté, montrer à nos partis, à la société israélienne, que le phénomène des Olim est quelque chose qui existe et que chaque alia a sa spécificité. Malheureusement, depuis des années, on a traité l'alia comme on a traité l'alia d'Éthiopie, comme on traite l'alia de Russe, sans essayer de voir les choses qui sont différentes. Ça, c'est une première chose. Et d'un autre côté, qu'on soit le pont pour justement ces générations, on a dit qu'on parlerait peut-être d'alia des autres, que les gens qui vont arriver, on puisse être leur adresse au sein du conseil municipal. Alors, justement, avant de parler d'Adalia, une petite question. Vous pensez que la communauté, et que proposez-vous pour que la communauté francophone, celle qui fait son Alia, qui veut son intégration, elle puisse tout de même, malgré tout, faire le passage en douceur vers la réalité israélienne, vers la mentalité israélienne? Est-ce qu'il est souhaitable de voir, comme on l'a vu ces dernières années, comme conséquence de l'Aliyah massive des Juifs de France, des festivals de théâtre francophones, des pièces de théâtre ici de plus en plus régulièrement, des films en français que l'on peut suivre, etc. C'est souhaitable? C'est, à votre avis, une phase de transition, ça facilite la phase de transition vers une intégration pleine et entière dans la société israélienne? Je pense que ce n'est pas une phase de transition. Moi qui suis là depuis 30 ans, un peu comme vous, Daniel, on est toujours très friand de la culture française. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de 2-3 ans, on donne un peu de culture et après on va devenir des Israéliens qui allons oublier notre culture française. Je pense que la culture française, le festival de mon ami Steve Suiza, il est extraordinaire et on est tous très contents qu'il l'ait entrepris et qu'il le développe et c'est pareil, c'est évident que plus il y aura de Français, et je pense que Jérusalem est la ville idéale pour la Aliyah francophone, plus il y aura de culture française et bien évidemment je pense que tous ici on sera là pour essayer d'aider en débloquant des budgets de la mairie pour essayer de développer la culture française, même pour les Olim Vatikim. Dan ? L'une des beautés de Jérusalem, c'est vraiment la diversité culturelle qu'il y a ici. Et lorsqu'on ajoute la culture française à cette diversité, on ne fait qu'enrichir cette diversité. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, Joël. Je vais juste ajouter que je pense qu'aussi, il y a une deuxième direction, que les Olim francophones, ils devraient aussi connaître la culture de Jérusalem. Et pour ça, j'ai un programme qui va essayer de faire un win-win entre les organisations culturelles qui y a à Jérusalem et les Olim qui arrivent. Que les organisations culturelles comme le théâtre ou bien l'orchestre symphonique, etc., ils donnent une petite teima, un petit goût aux Olim en les laissant venir à un concert pour qu'ils connaissent un peu la culture de Jérusalem. Et que comme ça, pour les organisations, c'est des nouveaux clients. Pour les Olim, ils apprennent à connaître la culture. Et la culture peut être vraiment un véhicule pour intégrer une société. Et je pense que c'est une chose qui est importante, que ce soit, oui, de la culture française à Jérusalem, mais aussi de connaître la culture de Jérusalem pour les Olim. Alors, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a une de nos auditrices, Shoshana Béar, qui demandait à ce que les services de la municipalité soient traduits intégralement en français. C'est quelque chose, à votre avis, de réaliste? Vous l'avez fait déjà? J'ai déjà fait sur certains papiers le premier que j'ai fait, c'est l'Arnona. C'est le premier, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, même pas un mois après que je suis du conseil municipal, les papiers de l'Arnona étaient déjà traduits. Un peu avant que Tamar Bersera termine justement le site en français, traduit. Donc, sur ma page Facebook, il y a le lien avec les papiers. Ceux qui ont besoin, on leur a envoyé par mail, par WhatsApp. Voilà. Donc, alors, nous approchons de la fin de ce débat et je le disais en introduction, il y a l'intégration des Olim de France, mais il y a aussi la Aliyah. Et la Aliyah, aujourd'hui, est, on va dire, dans une situation préoccupante. Après la vague massive d'Aliyah de ces 5 dernières années, de ces 6 dernières années, eh bien, on assiste à une baisse extrêmement sensible. On peut parler de chute même dramatique en matière d'Olim, du nombre d'Olim. La fin de l'année 2018 ne laisse pas présager plus de 2000, 2500 Olim, je ne connais pas le nombre exact, mais on est bien loin du sommet, du pic atteint en 2015 avec près de 8000 Olim.
Que préconisez-vous chacun, et je vais vous donner encore 1 minute pour clore ce débat à travers cette question centrale concernant la Aliyah, que préconisez-vous pour encourager les Juifs de France à monter en Israël aujourd'hui? Alors, d'après moi, la meilleure klita, c'est le meilleur pirsoum, la meilleure promotion. Promotion, merci. La meilleure promotion pour la Aliyah, c'est vraiment une bonne klita. Tous les sujets dont on a parlé maintenant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et les gens... C'est dire votre responsabilité, parce que c'est notre responsabilité. Quelque part, s'il y a moins d'olim, c'est parce que ceux qui sont venus s'il y a moins d'olim, c'est parce que ceux qui sont venus n'ont pas été suffisants. Je le dis, vous avez 100% raison, ils n'ont pas été assez accompagnés. Et s'ils auraient été mieux accompagnés, les gens qui auraient vu les olim de France ici réussir auraient dit, moi aussi j'ai envie de réussir, moi aussi j'ai envie de venir à Jérusalem pour réussir. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi dénigrer le travail des salons de la Aliyah, de tout le marketing qu'on fait là-bas pour essayer d'encourager les sans venir, les shlichim de l'agence juive, tout ça c'est important, mais surtout en tant que conseil municipal, je pense que le plus important c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une bonne klita et que les gens ils puissent arriver à Jérusalem et réussir plus que lorsqu'ils étaient en France. Sam. Et pour ajouter à ce que dit Dan, on est passé ces dernières années de 8000 à 2000, mais je n'ai pas vu une réunion, et aussi bien, je n'ai pas été invité, je ne pense pas que les gens ici ont été invités, ni les dirigeants de Kalita, d'une réunion d'urgence de l'agence juive, du Misrad Akita, ne serait-ce que pour se poser la question, pour réfléchir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Alors on sait que les phénomènes de vagues, ça monte, ça redescend, mais on peut quand même se poser la question pour dire dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des jeunes, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des personnes âgées, au niveau des gens du travail. Malheureusement, et merci à Kalita au moins de mettre le sujet sur la table, personne n'en parle. Et je pense que c'est aussi un problème. Donc il faut que tous les acteurs de l'Aliyah puissent s'asseoir, on puisse réfléchir. On a une occasion. Il y a un nouveau président de l'agence juive, Yitzhak Herzog. Donc là aussi, il y a des décisions à prendre, puisque c'est pas simplement à ce niveau-là, c'est vraiment des grosses décisions, comme en 2005, Tzerfat Trila, c'était un projet gouvernemental. Alors là, encore une fois, il faut réfléchir et voir qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ou 10 prochaines années. Alors, je vais donner la parole à Rav Marciano. Shmuel Marciano, que pensez-vous? Comment encourager aujourd'hui les Juifs de France à faire leur Aliyah? Je pense d'abord c'est peut-être une petite erreur de comparer 2012, 2015 et 2018. Faut oublier qu'en 2012 et 2015, il y a eu des vagues de terroristes en France. Beaucoup de gens ont fait l'Aliyah après les attentats. Donc, plus aujourd'hui, ou moins, ça s'est tassé. Donc, c'est sûr que ça joue. De 8000 à 2000, c'est pas à cause que de l'Aliyah. C'est sûr qu'il y a un effet. Je suis d'accord qu'il y a aussi un problème de l'Aliyah et qu'il faut renforcer tout ce qui a été dit sur cette table aujourd'hui avec tous les conseils municipaux le Bezrat Hashem à partir du 1er novembre, 31 octobre. Donc, c'est sûr que ça joue. Tu veux pas nous laisser la journée de vacances? Quelqu'un qui a fait une Aliyah et qui sa Aliyah n'a pas marché, c'est sûr que il va raconter ça à ses amis, sa famille en France, et ça va refroidir. Mais le phénomène de 8000 à 2000, ce n'est pas que à cause du mauvais Aliyah. Joël Burstin, le mot de la fin sur cet encouragement à la Aliyah. D'abord, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, plus on arrivera à faciliter la Aliyah et la Klita, plus il y aura de Olim. Mais j'ai envie de faire passer ici un message qui n'a rien à voir avec la campagne municipale. Je pense qu'aujourd'hui, de tous bords, on est d'accord que l'avenir des Juifs doit être en Israël. L'avenir des Juifs français est en Israël. Pas seulement à Jérusalem, mais je pense que Jérusalem s'y prête bien quand même pour ces communautés françaises. Et je pense que le mot d'encouragement qu'il faut faire passer aujourd'hui aux familles françaises, c'est de leur dire, au moins les jeunes qui finissent le bac, faites-les partir. Laissez-les partir, encouragez-les à partir, parce que je vois bien que des gens comme nous, Daniel ou Sam, quand on est arrivé en Israël à 17, 18, 19 ans, on a eu une klita, une intégration beaucoup plus facile. On est passé par des difficultés comme tout le monde. On n'avait pas le poids de responsabilité familiale. Beaucoup plus facile que les familles qui viennent avec 3, 4, 5 enfants. Donc c'est le message que je veux faire passer à tous les Juifs de France. Faites partir les jeunes. Il y a des programmes qui existent. Le CNEF qui est là grâce à Sam pour les accompagner lors de leurs études. Et en général, ça marche très très bien. Eh bien, je crois que c'est le mot de la fin. Il est tout à fait approprié. C'est effectivement cet appel à une Aliyah qui reste une Aliyah, on va dire, extrêmement bien préparée. Il faut la préparer, cette Aliyah, pour que cette intégration soit
facilité. Merci beaucoup, messieurs. Merci Dani Louz, Sam Kadosh, Joël Burstin, Rav Shmuel Marciano. Merci d'avoir été avec nous pendant ce débat, pendant cette heure durant laquelle nous avons évoqué les sujets au cœur donc du processus d'intégration des Olim de France. On vous souhaite à tous les quatre, bien entendu, beaucoup de réussite le 30 octobre prochain, en espérant bien entendu que la communauté francophone sera le mieux représentée au prochain conseil municipal de Jérusalem. Merci beaucoup et bonne journée. Shalom. Shalom. Merci. Shalom.